9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Philippe Val, homme de gauche. D'ailleurs, je vais lui poser la question s'il est toujours bien de gauche. Qu'arrive-t-il à la gauche ? C'est ce qui est écrit effectivement en dernière couverture de votre livre, et c'est ça. Et vous posez un certain nombre de questions sur la gauche et l'antisémitisme. Philippe Val, bonjour. Bonjour Patrick. Aux éditions de l'Observatoire. L'antisémitisme, mais pas que, parce que dans votre livre, j'ai perçu beaucoup d'autres choses sur la gauche qui a perdu un petit peu sa boussole. Une partie de la gauche, non ? Une partie de la gauche, c'est-à-dire toujours la même au fond. C'est une gauche qui se radicalise à gauche, ouais, et qui perd en quelque sorte son universalité. Enfin, elle ne parle plus à personne qu'à elle-même. C'est une gauche en voie de devenir une secte. On voit bien chez Mélenchon comment bon. Mais c'est une vieille histoire. Mais il n'y a pas que chez Mélenchon, parce que c'est Mélenchon et les filles, mais il y en a d'autres. Bien sûr. Vous parlez des Verts, et les Verts sont en fait à gauche. Oui, c'est une galaxie. Et puis une partie des socialistes aussi. Et une partie du PS qui a perdu son âme et qui a tué le Parti socialiste, enfin, qui a tué la social-démocratie française. Ouais. Alors, vous disiez, est-ce que je suis encore de gauche ? Moi, si vous voulez, mes idées politiques n'ont guère d'importance, mais quand même, c'est intéressant. J'étais plutôt une espèce de rocardien libertaire. Oui. J'ai connu Michel Rocard au PSU il y a très longtemps. En quelque sorte, j'ai suivi le chemin rocardien. Et aujourd'hui, les rocardiens, il reste qui ? Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, des gens comme ça, qui sont taxés par cette gauche-là de fascistes. Oui. C'est hallucinant. Donc, je suis fasciste. Je suis un social-démocrate libéral, mais en réalité, dans les yeux de cette gauche-là, je suis un monstre. Mais l'histoire recommence, puisque les sociaux-démocrates ont été en grande partie assassinés, évidemment par les nazis, mais aussi par les communistes avant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été exécutés, même, on peut bien dire physiquement. L'histoire est ancienne. Il y a une gauche qui se radicalise, qui a toujours été compatible avec l'antisémitisme. Oui, et compatible avec... C'est génétique. Oui, c'est génétique. C'est dès le début. Alors, c'est une gauche qui vient, si vous voulez, historiquement, qui est plutôt Robespierre que Condorcet à la Révolution française. Hein. Ils sont robespierristes. Ouais. Ils croient en la terreur pour amener un régime idéal. Et ça, c'est un acte de foi de la gauche radicale. Et dans cette terreur-là, Marx était un grand admirateur de la Révolution française, évidemment, a repris cette idée, et non libérale, anti-libérale en quelque sorte, hein, et le premier livre significatif, le premier article d'importance que Marx fait paraître est un ouvrage antisémite, profondément antisémite, bien qu'il lui ait été, enfin, il était juif d'origine, mais c'est une famille convertie au protestantisme luthérien. Peut-être a-t-il hérité aussi de l'antisémitisme forcené de Luther. Mais c'est parce que à l'époque aussi, la gauche, qui s'adressait beaucoup aux classes les plus populaires, voulait trouver des boucs émissaires. Absolument. Des boucs émissaires. Et on considérait que les Juifs étaient des gens qui étaient plus riches, etc. Et donc, sur la lancée, c'était ça. Non, ça vient de ça. C'est ça. Sur la lancée de Marx, qui donne dans cet ouvrage sur la question juive, la structure de l'antisémitisme idéologique qui succède à l'antisémitisme religieux. Cet antisémitisme idéologique, il va nourrir l'idéologie nazie. Ça va être la base de la propagande nazie, de la propagande antisémite des nazis. C'est hallucinant. Et au moment de l'affaire Dreyfus, ça va en partie quand même. Il n'y a pas que ça, mais bon. Le juif cosmopolite, transfrontière et capitaliste. Non, mais sur Marx, mais oui, bien sûr. Il n'y avait pas que ça, que cette partie. Mais bien sûr. Mais ça n'est pas le livre le plus, distribué de Marx, mais il était à la base de son œuvre. Ouais. Et donc, au moment de l'affaire Dreyfus, la gauche radicale est anti-dreyfusarde. Jules Guesde est anti-dreyfusard. Et Jaurès, qui est marxiste,
il oscille et il tombe du bon côté, il tombe du côté des Dreyfusards. Et après, il est sans reproche, bien sûr. Et donc, en 1920, Léon Blum, au congrès de Tours, que fait-il? Eh bien, il s'oppose à Marcel Cachin, qui revient d'Union soviétique et qui veut imposer la terreur, suspendre les libertés. Et Blum, pour amener la révolution, et Blum dit « no way, pas question ». Et c'est une gauche possiblement antisémite qui s'en va. Et Léon Blum garde, comme il dit, la vieille maison. Je dis possiblement antisémite parce qu'en 1930, il y a un autre congrès avec un autre schisme où une partie de la gauche s'en va aussi avec Doriot. Doriot est un gauchiste. C'était il avait une relation personnelle avec Lénine. Quelques années avant. Et on va le retrouver dans la France de Vichy, dans la collaboration, persécuteur des Juifs. Et donc c'est une vieille histoire, l'antisémitisme. C'est une vieille histoire qui nous ramène en fait à l'histoire que nous vivons aujourd'hui, un parallèle avec une gauche radicale qui a trouvé dans effectivement la haine, l'antisémitisme, un moyen de fédérer de nouveau un public, un moyen de fédérer un public. C'est quand même un public musulman dont une partie radicalisée est antisémite. Et en flattant cet antisémitisme qui est déguisé en antisionisme, il espère capter cet électorat. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que cet antisémitisme de gauche, qui est grave, dont on retrouve des stéréotypes chez les intellectuels de gauche d'avant-guerre, qui est très grave, il y a un antisémitisme avant la Seconde Guerre mondiale et un antisémitisme après la Seconde Guerre mondiale. Après la Shoah, c'est-à-dire après l'extermination des Juifs d'Europe, il y a un antisémitisme qui ressurgit, qui est encore plus coupable que celui d'avant, parce qu'entre-temps, il y a eu la tragédie de l'extermination des Juifs, et malgré cela... ça ressurgit, ça ressurgit très vite, le complot des blouses blanches... Comment vous le situez-vous? Il y a un antisémitisme d'État qui se développe en Union soviétique avec l'assassinat des médecins juifs, et les intellectuels français qui ferment leur gueule. C'est encore plus grave qu'avant-guerre. Alors que l'Église catholique va nommer un pape, sans trop le faire exprès, qui s'appelle Jean XXIII, qui va faire un concile, Vatican II, qui, étant donné la Shoah, va sortir de la religion catholique l'antisémitisme et faire de l'antisémitisme un péché. Ce que n'a pas fait la gauche de la gauche. Ce qui est hallucinant, c'est que ce que le catholicisme a fait, cette gauche ne l'a pas fait. C'est hallucinant. Alors certains à gauche vont vous dire non, mais c'est pas que de l'antisémitisme, c'est parce qu'il y a ce conflit aussi au Proche-Orient qu'on n'arrive pas à régler entre Israël et puis les territoires. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds déjà. Enfin, la réponse est extrêmement longue et compliquée, on n'aurait pas le temps. Mais il faut regarder l'histoire de ce conflit depuis les accords de Balfour, jusqu'à le foyer juif, la création de l'État d'Israël en 48, depuis 1920. Où il faut voir comment a marché l'histoire. L'histoire, ce sont des négociations qui proposent aux Arabes 80% du territoire, 20% aux Juifs, 80% pour les Arabes. À chaque fois, ça a été refusé, ça a capoté. À chaque fois, il y a eu la réponse des armes face aux... Certains ne voulaient pas, en fait, les dirigeants Ils ne veulent toujours pas, quoi. Les dirigeants palestiniens, premier dirigeant, dont j'ai oublié le nom, le grand moufti de Jérusalem, était proche d'Hitler. Il y a des photos de lui avec Hitler. Donc le deuxième, c'est Arafat. Arafat, qui a fait capoter beaucoup de négociations au dernier moment. Donc il y a une partie du mouvement palestinien dont le leadership a été assumé par des gens qui ne veulent pas de juifs au Moyen-Orient. Comment peut-on négocier avec des gens qui veulent pas de juifs au Moyen-Orient? C'est très compliqué pour les juifs, alors que c'est chez eux aussi, quoi qu'on en dise. Et je pense qu'aujourd'hui, pour aller vite, bien sûr, l'antisionisme, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il y a des conflits à haute intensité bien plus graves encore que ça ailleurs dans le monde.
le Soudan, on en parle beaucoup, mais le Soudan, c'est catastrophique et c'est sans commune mesure. Tout le monde s'en fout. Ouais. Si on focalise tant sur Israël et sur la Palestine, c'est qu'un musulman qui meurt dans le monde, tout le monde s'en fout, sauf si en face il y a un juif. Alors là, le musulman devient intéressant. On a parlé des Ouïghours quand il y a eu en fait une exploitation. Oui, on a parlé un petit peu, mais ça continue. Mais sauf qu'on les Ouïghours, tout le monde s'en fout. Alors qu'ils sont, et c'est autre chose. Ce qu'ils vivent est absolument abominable. Et bon, donc cette obsession antisémite a pris la forme de l'obsession anti-israélienne. Moi, ce que je pense aussi, c'est que on doit pouvoir critiquer Netanyahou tout à fait librement, comme on critique Meloni, ou comme on critique Orban, mais pas plus. C'est-à-dire, quand moi, par exemple, le fait que je n'aime pas beaucoup Mélanie, bien sûr, c'est pas voilà mon truc politique le plus familier, loin de là. Je n'aime pas ça. Je suis profondément hostile à ce genre de politique, mais j'adore l'Italie. Je suis hostile à ce que fait Netanyahou, mais j'aime Israël. Je suis allé plusieurs fois en Israël. Je suis pas juif, j'aime ce pays. J'aime l'Allemagne, j'aime la Hongrie avec ses musiciens et avec Sándor Márai, magnifique écrivain, et Bartók et des gens merveilleux et merveilleusement intelligents. Vous avez le sentiment qu'en revanche certains n'aiment pas Israël. Ils détestent Israël. Ils haïssent Israël. Il y a qu'à y voir les manifs. Et puis c'est se lâche en plus. Vous voyez. Et quand moi je dis que j'aime. Mais Mélenchon, il ne détestait pas il y a quelques années. Mélenchon, c'était quelqu'un qui a muté pour des raisons. Je ne sais pas s'il déteste aujourd'hui profondément lui-même, quoi, non? Ou si c'est une stratégie politique avant tout. Il est sans excuse. D'abord parce qu'une fois de plus, la Shoah a eu lieu. On est dans une. Ça devrait être impossible d'être antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale. Ensuite. Mélenchon est d'autant plus coupable qu'il est intelligent et cultivé. Je l'ai connu autrefois personnellement et je peux vous dire que c'est quelqu'un d'intéressant dans une discussion. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire, il est d'autant plus il est intelligent, plus il est coupable. Or, il est très intelligent et il est très coupable. Il est très coupable parce que la question. Les gens qui disent, comme Dieudonné, je suis antisémite, il n'y a pas eu de Shoah, ils sont négationnistes, etc. Ceux-là, ils sont marginalisés immédiatement par la société. Ce qui est dangereux, c'est la compatibilité avec l'antisémitisme. C'est ça. Aujourd'hui, qui est un vrai problème. Et Mélenchon est compatible avec l'antisémitisme. Allez, nous poursuivons la discussion avec vous, Philippe Val, jusqu'à 10h. La vérité en face sur Sud Radio, la gauche et l'antisémitisme. Là, on s'est focalisé évidemment sur l'antisémitisme. C'est une grande partie de votre livre. Je voudrais aussi qu'on parle de la gauche et de la politique actuelle avec vous, Philippe Val, bien sûr. C'est aux éditions de l'Observatoire, votre livre. Vous pouvez appeler, il y a eu beaucoup d'appels spontanés là tout à l'heure sur Emmanuel Macron, notamment ce que vous attendez sortir. Je poserai une question aussi à Philippe Val dans un instant. Et vous-même, 0826 300 300 sur Sud Radio, bien sûr. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, évidemment, sur Sud Radio, jusqu'à 10h avec Philippe Val. La gauche et l'antisémitisme. Philippe Val, on a beaucoup parlé de l'antisémitisme, mais il y a aussi donc la gauche dans votre livre. Et vous passez un petit peu tout en revue, si je puis dire, que sur certaines dérives, sur par exemple aussi des gens qui voudraient reprendre la parole, quoi, d'une certaine gauche. Lucie Castet, que faire de Lucie Castet? C'est votre question, parce qu'elle avait été présentée, non mais c'est vrai, comme étant celle qui pouvait sauver la gauche et être à la tête d'un gouvernement. Et vous dites que faire d'elle, hein, bien sûr. Ce qu'on peut dire et ne peut pas dire aussi avec Ruffin. Pourquoi? Parce que cette gauche, elle n'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est ça? Non, elle n'arrive plus à parler. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez, je fais une émission en Suisse. Toutes les semaines. Hein. C'est une émission de débat, de société, politique, culture, enfin bon, bref. Vous voyez le genre de... Oui, bien sûr. C'est comme on aimerait en voir en plus en France d'ailleurs. Et mais je suis étonné par la façon dont les gens se parlent. On peut voir une sénatrice écologiste et une sénatrice de l'UDC, c'est-à-dire la droite de la droite suisse, parler et se mettre d'accord sur une chose. Et dire, je suis d'accord avec vous, moi aussi, bon d'accord, je vais voter votre truc. Et ça, j'ai assisté à des choses comme ça, ce qui est inimaginable en France. Pourquoi? Parce que les partis sont devenus, et cette gauche est devenue une boutique.
qui vend certains produits, qui refuse d'en vendre d'autres. Et puis voilà, c'est un petit commerce. Ils sont fermés à toute négociation. Ils ont désappris la politique. Ouais. La politique, c'est de discuter et d'arriver à un consensus. Et ils ne veulent pas le faire. Voilà, là, ils ont pris modèle sur les partis d'extrême gauche, en quelque sorte. Et c'est ridicule. La démocratie a besoin d'une gauche intelligente. Quand il n'y a plus de gauche intelligente, et quand la gauche intelligente, quand la gauche n'apparaît plus que comme la figure de proue des luttes les plus intersectionnelles, voilà, des choses très très radicales sur des sujets de société. Qui font partie des sujets de préoccupation, bien sûr, qui peuvent être abordés, mais qui ne doivent pas être la tête de gondole. C'est ce que vous voulez dire. Ce sont des sujets de société importants, mais qui doivent être traités avec une certaine délicatesse. Par exemple, regardez ce qui s'est passé pendant 2000 ans, la question des femmes dans la société. Il a fallu presque 2000 ans. De notre régime philosophico-politique pour arriver à la psychanalyse, à Freud, ensuite à d'autres penseurs, et des femmes, des intellectuels, pour arriver enfin, après la guerre, en Europe, en France, au droit de vote, au droit à avoir un compte en banque, le droit de posséder son propre corps, ce qui était la lutte ultime, ce qui était la lutte ultime des femmes. Mon corps est à moi, j'en fais ce que je veux. C'était formidable. Et ça a été pour les hommes, les intellectuels qui réfléchissent un peu, c'était extraordinaire, parce que le monde s'agrandissait d'une moitié du monde. Et ça, c'était des valeurs de gauche. C'était des valeurs de gauche qui ont été aussi gagnées, qui ont gagné du terrain à droite, parce que c'est Giscard d'Estaing qui a fait voter les lois définitivement libératrices, abolissant l'avortement aussi, bien sûr, avec Simone Veil. Abolissant cette suggestion des femmes, les rendant illégales. Après, dans la société, ça traîne, les salaires, tout ça. Mais en attendant, le gros du travail a été fait par un féminisme partagé. Et depuis que le féminisme est le fait de Sandrine Rousseau, il n'a rien gagné. Il gagnera rien, d'ailleurs. C'est fini. Il faut que alors que la lutte n'est pas terminée pour les femmes. Je pense que les hommes ont encore, comme dit Elisabeth Badinter, des efforts à faire sur le partage des tâches, ce qu'on appelle la charge mentale, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis les salaires, bien sûr, c'est décisif. Eh bien, elles rendent cette lutte impossible. Cette radicalisation, c'est tout impossible. Et quand cette radicalisation des luttes sociétales se radicalise au point d'être ridicule, ça fait mourir la gauche et ça fait venir Trump. Ça fait venir Trump. Et voilà. ça vous, sur le féminisme, mais on pourrait l'appliquer dans beaucoup d'autres domaines. Sur l'écologie, peut-être sur nos questions migratoires, en fait, en se poser les vraies questions à un moment donné. Quand l'écologie est idéologique et non pas scientifique et ne se base pas sur les faits, la réalité, elle a une qualité et un défaut, mais de toute façon, c'est toujours la même chose. La réalité, elle nous revient dans la tronche. Très fort quand on la nie. Les Allemands ont nié la réalité du problème énergétique. Ils ont fermé leurs centrales nucléaires. Ils se sont rendus dépendants de la Russie. La Russie, aujourd'hui, est hostile à l'Europe. Ils sont dans la merde. Ils voulaient aussi de l'alternative, sauf que l'alternative, on sait que ça marche. Le soleil en Allemagne, c'est pas formidable. Non, on le sait tous. Il y a du vent. Il y a un peu de soleil, mais pas beaucoup. J'y allais beaucoup en vacances. J'étais germanophone. Non, mais je vous ai interrompu. Donc, c'est idéologique et ça fait capoter. L'histoire d'ArcelorMittal, aujourd'hui, en France, c'est aussi le prix que l'on paye pour une écologie idéologique et non pas une écologie réaliste. Il y a bien une chose qui demande du réalisme, c'est l'écologie. Ça demande une observation des faits et règlement scientifique des phénomènes. Eh bien, ArcelorMittal
malgré des aides massives de l'État, ça ruine l'État, n'a pas su se reconvertir suffisamment parce que ça coûte trop cher selon des normes qui sont inapplicables, et ArcelorMittal, et qui aujourd'hui nous échappe, risque de disparaître de notre sol. Or, nous avons besoin de fabriquer de l'acier, c'est nécessaire pour notre défense. L'Europe est à un moment de son histoire où il faut qu'elle se développe comme une puissance, elle doit s'armer, elle doit avoir de l'argent, et là, elle n'a ni argent, ni acier, ni... C'est une question en fait de souveraineté qui était un gros mot, bien sûr, pour certains, il y a quelques années, qui est revenu d'ailleurs dans la bouche des gens de gauche, quoi, aussi. Parce que même de la gauche radicale dont vous parlez, là. Oui, parce que la gauche souverainiste a toujours voulu une souveraineté, mais le souverainisme et la souveraineté, c'est pas la même chose. La souveraineté européenne, en termes de production d'acier, etc., est nécessaire parce que nous sommes dans une situation géopolitique unique. Alors, avec un allié, les Américains, dont on ne sait plus trop si c'est un allié, et le reste du monde qui est hostile à nos régimes libéraux. Puis un régime et un pays qui déferle sur l'Europe et sur le monde, qui est la Chine, quand même, d'un point de vue économique et puissance, bien sûr. Il nous est hostile économiquement et il nous est aussi hostile philosophiquement. Il est contre... même s'il a des accroches. Même s'il a des accroches avec la France et l'Europe, quoi. Oui, parce qu'en ce moment, il essaie, comme il sait qu'il a des problèmes avec les Américains, il se tourne... Mais quand il veut se rapprocher de nous, il veut inonder notre marché avec des trucs qui vont faire un chômage monstrueux chez nous. C'est ça, la rapprochement. Philippe Val, vous êtes sur Sud Radio, vous n'êtes pas sur TF1 ce soir, mais si vous étiez face à Emmanuel Macron, quelle question vous lui poseriez ce soir ? Et quelle réponse voudriez-vous surtout avoir sur un point fondamental, à votre avis ? Qu'est-ce qu'il compte faire pour révolutionner, en quelque sorte, l'école? L'école. Je pense parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Ouais. Et ça va plus. Il y a quelque chose qui tourne plus rond, pour des tas de raisons. Des questions d'autorité, pas l'autorité du mec avec sa baguette qui tape sur les doigts des gosses, je suis contre ça, mais l'autorité des savoirs que la République doit faire respecter, et la façon dont on apprend l'histoire, la façon dont on exige une connaissance de la langue française, de la philosophie des Lumières, qui nous fonde, de notre histoire, du judéo-christianisme. On doit être imprégné de notre histoire pour être des citoyens, parce que il y a quelque chose qui menace la civilisation européenne, et donc la France qui est au cœur de cette civilisation européenne. Ce sont notamment les écrans, les réseaux sociaux, dans lesquels les mômes s'immergent beaucoup trop jeunes. D'ailleurs, même quand ils sont vieux, c'est pas bon pour eux, mais enfin, qu'importe. C'est trop tard. Mais les gosses, il faut les protéger de ça parce que c'est une catastrophe. Ça fait des enfants qui savent pas écrire, qui sont incultes, qui pensent comme des abrutis, et abrutis 2 et 2 font 5. Parce que vous n'allez pas jusqu'à un référendum sur l'utilisation des écrans pour les gamins? Je serais pour, en tous les cas, je serais pour une réflexion profonde sur une refonte de l'école, des programmes, revoir les programmes et les méthodes d'enseignement. Peut-être que le pédagogisme a été une des grandes tares de l'école. Bon, en tout cas, c'est une bonne question. Si on peut suggérer, on va relayer sur les réseaux sociaux. Merci Philippe Val. La gauche et l'antisémitisme, nous sommes tous juifs, aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Dans ces studios sur Sud Radio, dans un instant, c'est Gilles Gansman et puis Christine Bouillot, la partie média et puis la partie débat, évidemment.